Aujourd'hui, lancer un site, c'est assez facile. Maintenant, lancer un site qui convertit bien, c'est quelque chose qui va demander des analyses plus poussées. Agir sur la conversion, on agit directement sur ton chiffre d'affaires. Donc, sur 100 visiteurs qui viennent voir ton site, le but, c'est que tu en aies un maximum qui viennent acheter. Ce qu'on peut observer quand même, c'est que les coûts d'acquisition, ils ont explosé ces dernières années. On va rentrer vraiment dans les différentes étapes qui permettent d'améliorer son CRO. Le but de Webin, encore une fois, c'est d'aider à convertir sans effort. Salut, bienvenue sur ce nouvel épisode. On va parler CRO et on va parler intelligence artificielle. C'est un sujet hyper important. Pour le coup, j'ai trouvé un des seuls outils, je crois, d'IA aujourd'hui qui a un vrai impact pour les e-commerce, qui va te permettre d'aller chercher un maximum de taux de conversion. Dans cet épisode, j'accueille Alexandre qui va nous présenter ça en détail. C'était hyper intéressant. Et donc, du coup, bonne écoute. Pensez à laisser un like, à vous abonner, nous poser vos questions en commentaire sur l'épisode. On prendra le temps d'y répondre et je les transmettrai à Alex si, il a besoin, si j'ai besoin d'informations complémentaires pour vous aider. Et voilà, bonne écoute. Salut Alex. Salut Pierre Baptiste. Bienvenue sur le podcast e-commerçant. Aujourd'hui, on va parler CRO, donc optimisation du taux de conversion. Exactement. Et ça fait un petit moment qu'on fait des échanges ensemble parce que du coup, avant, tu bossais pour une boîte aussi qui faisait du e-com et tout. On avait fait des conférences pour ceux qui suivent un peu le contenu de la chaîne sur YouTube et tout. Et est-ce que peut-être pour commencer, je peux te laisser te présenter sur le podcast, que tout le monde sache un peu qui tu es, même si tu es déjà très connu dans le domaine du e-commerce. Ouais, bah, pas de problème. Donc moi, je suis Alexandre. Ça fait 8 ans que je navigue entre grande distribution, retail et e-commerce. J'ai commencé, on va dire, ma jeune carrière dans le e-commerce où j'ai géré un PrestaShop aux États-Unis. Mais après, j'ai quand même poursuivi ma carrière en grande distribution. C'est là où on s'est connus chez General Mills. Et puis après, j'ai voulu vraiment me réorienter dans le digital parce que c'était un peu les études que j'avais fait. Et donc, il y a à peu près 2 ans et demi, j'avais rejoint les équipes de Lengo. Donc, Lengo, qui est un gestionnaire de flux qui permet de pousser ses catalogues produits sur des canaux d'acquisition ou marketplace. Et plus récemment, j'ai eu l'occasion de rencontrer Vincent Oliveira, le fondateur de Webin, qui est venu me voir avec un super projet. Et il avait besoin de quelqu'un pour prendre la tête de l'équipe commerciale. Et donc, c'est là où je me suis dit, bon, bah super, le projet me plaît. Go, je rejoins Webin. Donc, j'aurai l'occasion de présenter plus en détail Webin après. Et sinon, à côté de ça, bon, bah, je suis originaire de Bretagne, 31 ans, et toujours content de faire des podcasts ou webinars avec toi. Ouais, bah, c'est vrai que c'est cool. On en a fait, c'est quoi, c'est notre quatrième contenu ou troisième ou quatrième contenu Ouais, ça ensemble. doit être ça. Ouais. Et c'est vrai qu'on avait fait des contenus qui étaient assez cool précédemment. D'ailleurs, pour nos auditeurs qui font de la pub sur Google, vous pouvez aller voir, il y a encore des trucs un peu valables. C'était, on avait du contenu sur le LIA, donc c'était tout ce qui est Google Ads pour faire du Drive to Store. Et on avait fait aussi un contenu sur l'optimisation du flux shopping. Donc pour vraiment aller chercher un maximum d'opti. Là, aujourd'hui, on va parler d'un sujet totalement différent et en même temps totalement complémentaire à tout ce qui est Exactement. l'acquisition, etc. Qui en gros est le CRO. Peut-être avant de commencer, je pense qu'il y a pas mal de gens qui savent ce que c'est, mais je pense aussi que ça reste un sujet assez finalement générique ou que les gens ont entendu parler mais ils savent pas trop ce que c'est. En plus, c'est en anglais, tu sais. Donc, Exactement. Ouais. est-ce que tu peux peut-être nous dire un peu ce que c'est le CRO et ce que ça veut dire, peut-être l'acronyme, et aussi au-delà de ça, ce que c'est comme, pas comme idée, un peu comme méthode de travail en gros. Ouais, tout à fait. Donc CRO en anglais, Conversion Rate Optimization, donc l'optimisation de ton taux de conversion. Typiquement, ça va être les actions que tu vas mettre en place sur ton site pour maximiser la conversion. Donc sur 100 visiteurs qui viennent voir ton site, le but c'est que tu en aies un maximum qui viennent acheter sur ton site marchand. Et donc la conversion aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit être travaillé, mais qui prend beaucoup de temps. Ça demande beaucoup d'analyse, parce que pour savoir sur quoi agir, il va falloir d'abord étudier son trafic, comprendre comment les visiteurs se comportent, essayer de comprendre aussi selon ta segmentation de visiteurs s'il y a des disparités, des différences. Et donc du coup, on va pouvoir passer pas mal de temps à analyser et détecter des points de friction. Et une fois que tu as fait ces analyses-là, il va falloir mettre en place des optimisations. Donc d'abord décider quoi tester, construire tes segments. Et puis derrière, il faut des outils pour pouvoir mettre en place des expérimentations, toujours en mesurant, on rentrera plus dans le détail tout à l'heure, mais toujours en mesurant l'impact des tests que tu mets en place. Parce que le but, c'est
d'aller en positif, hein. Donc, si tu lances des expérimentations, peut y en avoir des négatives. Le but, c'est de garder que les positives. Et donc, c'est comme ça qu'on améliore son taux de conversion. On va rentrer vraiment dans les différentes étapes, hein, qui permettent d'améliorer son CRO. Mais pour faire très large, analyse, expérimentation et mise en place des tests avec reporting, analyse des tests, quoi. Ouais, et en fait, ce qui est assez intéressant dans le CRO, c'est que ça vient, en fait, tu viens le travailler sur ton site. Donc, il y a un peu un aspect asset. C'est-à-dire que tu sais, ça devient un actif plus. Et c'est un actif en plus qui est incrémental. Moi, c'est ça que j'aime bien. Et je le mets en place un peu sur mon site e-com. On a fait deux, trois tests dernièrement. Je pense pas aussi poussé que ce que tu vas pouvoir faire avec Weebin, etc. Mais en même temps, vraiment se dire comment on va chercher de l'incrémental. Et en fait, ce qui est trop cool, on en reparlera, je pense, mais ce qui est trop cool avec le CRO, c'est que si tu réussis à aller gratter 10% de taux de conversion sur telle optimisation, et que la semaine d'après ou les 2 semaines suivantes, tu remets un 3% de taux de conversion sur ces 10% de taux de conversion que tu as pris en plus, Mm. en fait, tu peux vite avoir cette mécanique presque des intérêts composés. Alors, c'est pas vraiment des intérêts composés, mais plus ou moins. Mais pour ceux qui font de la finance, qui font un peu d'investissement, vous allez comprendre ce que je veux dire, parce que c'est le mécanisme le plus puissant en finance, les intérêts composés. Et le principe, il est assez simple, c'est vous prenez des intérêts sur des intérêts. Et donc, à une vision long terme, en fait, tu as une courbe qui est exponentielle. Exactement, ouais. Alors évidemment, ton CRO va pas être exponentiel, ça voudrait dire que tu as 100% de taux de conversion, ce qui serait vraiment énervé. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un actif au même titre que le SEO qui t'amène du trafic. Et bah, du coup, ça, plus tu convertis, plus c'est intéressant. Euh, Moi, il y a un autre aspect qui est important. Dernièrement, je lisais des articles sur un framework marketing qui s'appelle le framework AARRR. Ouais. On pourrait regarder un peu en détail ce que c'est, mais globalement, c'est un framework qui consiste à travailler son acquisition, son activation, sa rétention, ses revenus, etc. Et dans ce framework, il y a une notion qui est importante qui consiste à dire chacun des points doit être travaillé, mais sans oublier l'autre, plus ou moins. Et en fait, tu peux faire autant d'acquisition que tu veux si tu fais pas d'activation ou tu travailles pas ton activation. En fait, tu perds énormément sur ton acquisition. Ce que je voulais voir avec toi, c'est quoi toi aujourd'hui ce que tu vois dans les relations entre l'acquisition et le CRO? Comment ça, tu vois, comment ça s'imbrique et ouais, tout ça, comment ça Ouais, s'imbrique? bah déjà peut-être pour préciser pourquoi j'ai rejoint les équipes de Webin, c'est que quand j'étais chez Lengo notamment, je voyais beaucoup de e-commerçants investir massivement sur de l'acquisition. Ce qu'on peut observer quand même, c'est que les coûts d'acquisition, ils ont explosé ces dernières années. Par exemple, sur Google Shopping, c'est plus 50% ton coût d'acquisition en 5 ans. Et malheureusement, en échangeant avec ces marchands, je voyais qu'ils n'équilibraient pas forcément leur budget acquisition avec derrière les budgets pour maximiser leur conversion sur site, notamment sur de l'activation, de la fidélisation, des choses comme ça. Or, le CRO, on sait toujours que c'est hyper important de le travailler dans le sens où acquérir un nouveau client coûtera toujours plus cher que de fidéliser un client et de maximiser de la recommande, ce qu'on appelle la lifetime value du client. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi c'est pas aussi travaillé or que ça rapporte énormément? On agit directement sur son chiffre d'affaires. Si tu fais un uplift de 10% sur ta conversion, tu fais littéralement 10% d'augmentation de chiffre d'affaires. Et ben, finalement, en creusant un petit peu plus et en discutant avec Vincent, le fondateur de Webin, on s'est rendu compte que jusqu'à présent, mettre en place une stratégie CRO, bah, c'est pas si simple que ça en fait. Ça demande énormément d'outils. J'en parlais tout à l'heure, des outils d'analyse. Mais ok, il faut aussi des compétences pour savoir ce qu'on analyse, comment on comprend les tableaux. C'est bien d'avoir Google Analytics, mais Google Analytics, c'est pas suffisant pour faire une analyse poussée de ton site et détecter ces fameux points de friction, comprendre les comportements de tes visiteurs. Donc déjà, tu as une première chose, analyse et outils, des outils qui coûtent très cher, par exemple Content Square, Hotjar, des choses comme ça coûte très très cher. Derrière, il va te falloir des outils pour pouvoir A/B tester, personnaliser et mesurer l'impact de tes tests. Et donc, ces outils-là, c'était jusqu'à présent réservé à des très grosses structures parce que tout le monde n'a pas les moyens d'investir des dizaines de milliers d'euros à l'année là-dedans. Et tout le monde non plus n'a pas le temps d'aller passer du temps à regarder les analyses de ton Hotjar, de ton Content Square, puis après de paramétrer tes outils d'A/B test, puis regarder l'impact et solliciter sans arrêt tes développeurs pour lancer des optimisations. Et donc c'est pour ça qu'en fait Webin c'est né, c'est qu'on propose une solution tout en un
où clairement, nos clients vont pouvoir améliorer leur conversion sans effort, puisque c'est notre solution qui s'occupe de faire les différentes étapes de ce processus CRO. Ouais, et en fait, tu as, ce truc aussi sur. Alors, ça, c'est méga important parce que il y a beaucoup même de sites e-commerce qui travaillent avec des agences CRO qui finalement ne mettent pas en place tant de CRO que ça. Et qui ont un peu cette limitation dans le sens où ils ne font pas suffisamment de tests, ils ne font pas les tests de façon suffisamment qualitative ou pour plein de raisons différentes. Et il y a un sujet aussi qui est assez important et par rapport, tu vois, lié à l'acquisition, que les gens ont tendance à oublier. Et moi, je le vois chez certains de mes clients, c'est que souvent, augmenter son chiffre d'affaires égale augmenter ses budgets d'acquisition. Pas forcément. Et en fait, pas forcément. Et surtout, un autre point, c'est qu'il faut savoir que, pour le coup, l'acquisition, je suis bien placé pour en parler. Sur l'acquisition, enfin, augmenter ses budgets, ça veut souvent dire baisser ses rentabilités. Parce que, en fait, rajouter du budget, je sais pas moi, 1000 euros investis te génère 10 de ROAS, mais 10 000 euros investis te générera pas 10 de ROAS, ça te générera 9,5 ou Mhm. 9, tu vois. Mais du coup, tu perds un peu en rentabilité à l'augmentation de tes budgets. Donc, certes, tu augmentes la valeur de conversion, mais en fait, faire les deux travails en même temps, ou les deux travaux en même temps, bon, bref, vous avez compris, faire les deux choses en même temps va te permettre aussi de leverage l'augmentation de tes budgets sur ton Bien acquisition sûr. avec un ROAS qui se maintient. Il faut trouver l'équilibre en fait, parce que nous on dit toujours générer du trafic c'est bien, mais le convertir c'est encore mieux. Aujourd'hui, pour te donner un peu de stats, le taux de conversion moyen des sites e-com en France, il est aux alentours de 1,80% sur 2022 ou 2023. J'ai plus l'année en tête. Shopify, eux, ils annoncent globalement qu'ils ont un taux de conversion de 3% en moyenne sur leur site. Donc littéralement, on a 97% du trafic qui part à la poubelle. Donc si tu dépends énormément en plus de ton trafic payant, bah derrière, littéralement, tu jettes de l'argent par les fenêtres. Et donc ce qu'on veut dire par là, c'est aujourd'hui, il faut quand même trouver un équilibre entre investir pour générer du trafic, c'est important, ton SEO, ton SIA, tu avais la fidélisation pour que tu aies des personnes qui reviennent sur ton site, mais c'est aussi équilibrer ton budget pour que ça convertisse derrière. Parce que tu as beau avoir autant de trafic que tu veux, si ton site il n'est pas du tout agréable et si tu peux pas valider facilement ton panier, par exemple, bah du coup, en fait, tu as zéro commande, quoi. Ou Ouais. très peu. Ouais, en fait, il y a quand même, t'as beaucoup de barrières un peu sur le CRO. Mais d'ailleurs, je te propose que peut-être dans le podcast, on essaie de faire tomber un peu Ouais. certaines de ces barrières, ou en tout cas qu'on essaie peut-être de donner à nos auditeurs des visions assez concrètes de choses qu'ils peuvent mettre en place, et que toi, tu puisses nous partager un peu ton expérience, un peu les stats ou les infos que vous avez avec Weebin sur tu vois, les bonnes pratiques, ce qui s'est mis en place, peut-être via aussi des clients que vous suivez. Moi, il y avait un peu un premier point que je voulais qu'on voit ensemble, c'est, ok, voilà, moi j'ai mon site e-commerce. Globalement, si je prends assez simplement, j'ai ma page d'accueil, mes pages collections, ma page produit, puis mon checkout, éventuellement une page de blog en termes de template, hein, en tout cas, j'entends. Moi, ce que je dois me focaliser, tu vois, si demain je dois optimiser mon CRO, c'est quoi la page la plus importante? Bah, t'as plusieurs choses. Déjà, on va quand même analyser ton site pour savoir comment se répartit ton trafic. On va regarder là où ton trafic arrive, parce que le but, c'est de minimiser le rebond. Quand tu minimises ton rebond aussi, tu as un meilleur référencement par Google, ça c'est important. Donc derrière, après, tu remontes aussi mieux dans les résultats. Mais minimiser le rebond, ça veut dire que les gens vont rester quand même plus sur ton site et vont aller naviguer sur le site. Donc on va optimiser cette page sur laquelle il retombe, ou ces pages. On a du trafic qui peut arriver sur plusieurs endroits sur ton site. Et après, il y a quand même des étapes clés dans le funnel de vente, où là, ça va être important de regarder les points de friction qu'il peut y avoir, notamment au moment où tu mets ta carte bleue. Quand on met sa carte bleue, on a envie d'être rassuré. C'est là où on a besoin de beaucoup de critères de réassurance, de fluidité, que ce soit simple à payer tout simplement pour avoir une bonne expérience d'achat. Et derrière, il y a plein de choses à mettre en place en post-achat. Mais du coup, on va vraiment analyser voilà, à la fois où retombe ton trafic et à la fois ces étapes du funnel de vente qui sont primordiales et assez décisives, notamment le moment où on paye, quoi. Tu vois, moi, naturellement, j'aurais tendance à dire, si je suis sur Shopify, le focus que je vais faire, ça va être ma page produit. Si je suis sur un autre CMS, le focus que je vais faire, c'est mon checkout. Et ensuite, ma page produit.
Et pourquoi la page produit? Parce que je le vois peut-être aussi avec mes clients et avec mon prisme Google Ads. Ouais. Et tu vois, une grosse partie de l'acquisition de beaucoup de e-com se fait via Google Shopping. Et Google Shopping, ça renvoie vers ta page produit. C'est quoi, toi, un peu ta vision sur, par exemple, sur la page produit en termes de focus? Parce que du coup, je sais que tu avais aussi un point de vue sur la page d'accueil. Tu sais, genre page d'accueil versus page produit. Parce qu'avec la logique de se dire, oui, mais on va d'abord optimiser la page qui reçoit le plus de trafic. Il y a de grandes chances que ce soit ta page d'accueil. Mais pour autant, tes pages qui convertissent réellement et qui te font de l'argent, c'est tes pages produits. Après, enfin en tout cas avec Webin, nous on utilise vraiment les statistiques. Donc effectivement, on peut travailler plusieurs pages en même temps. Ça, c'est pas un souci. Après, sur les pages produits, effectivement, c'est quand même hyper important. Il faut trouver les éléments qui vont permettre de conforter le visiteur à ce qu'il avance dans le funnel de vente. Et donc pour ça, on va regarder s'il y a bien des marqueurs de confiance qui sont propres au produit. On va aussi regarder si sur tes pages produits, il y a eu suffisamment de durée de visite. Si les personnes ils arrivent sur ta page produit et que très rapidement tu vois qu'ils quittent le site ou qui vont sur une autre page de ton site, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc finalement, on va vraiment analyser toutes les étapes du funnel en analysant tout un tas d'événements. Et donc, selon les pages où tu es, tu vas avoir différentes analyses qui vont être faites. Sur une page produit, tu vas avoir effectivement les visuels qui vont être choisis. On va pouvoir regarder si en changeant de visuel, par exemple, l'ordre de tes photos, est-ce que ça peut avoir un impact. On va essayer de tester des nouveaux critères de réassurance ou peut-être les repositionner. Et donc finalement, en optimisant ta page produit, tu vas pouvoir aussi regarder si ça a eu un impact sur le reste de ton site. Mais encore une fois, j'ai pas d'idée arrêtée. Le but, c'est d'analyser la globalité de ton site pour voir euh, s'il y a des optimisations à faire un peu partout. Mais on va quand même se concentrer en priorité en funnel hein, avec les pages qui convertissent le plus ou les pages qui ont le plus de trafic. Est-ce que c'est intéressant de lancer des optis CRO pour n'importe quel site ou n'importe quel type de page? Je te pousse l'idée un peu plus loin. Je me dis, est-ce que, par exemple, pour une page qui n'aurait pas ce qu'on pourrait considérer comme les fondamentaux, tu vois, genre une page produit, un fondamental, c'est un bouton ajouter au panier qui fonctionne, de la réassurance, de la description sur le produit, des photos correctes. Est-ce que finalement, ça vaut le coup de lancer du CRO sur ça? Ou tu as plutôt un travail qui consisterait à dire, OK, déjà, on va bosser les fondamentaux, il n'y a pas besoin de mener des tests pour savoir qu'avoir un bouton ajouté au panier qui fonctionne, c'est la base, tu vois. Bon, j'exagère un peu le trait, évidemment, mais globalement, c'est ça. Et par contre, le CRO, on va venir l'inscrire à un moment où on a, grosso modo, on a les fondamentaux, et là, on va aller chercher à faire plus. Bah, de toute façon, nous, on a une limite pour pouvoir travailler déjà. Si je parle pour Webin, c'est que des sites qui n'ont pas assez de trafic, on va pas pouvoir faire tourner l'outil parce que nous, c'est un outil qui fonctionne sur les statistiques et les analyses. Donc, il faut qu'on ait quand même une volumétrie suffisamment importante. C'est quoi la volumétrie pour avoir une idée? En dessous de 10 000 visiteurs mensuels, c'est un peu compliqué d'aller mettre en place des tests pour mesurer après et optimiser progressivement parce que si on n'a que 2000 visiteurs sur le site, on va mettre en place un test et finalement, on va pas avoir un échantillon suffisamment représentatif entre la version originale et le test lancé pour se dire, OK, ce test, il a un indice de confiance qui permet de dire que c'est positif ou c'est négatif. Donc effectivement, il faut d'abord travailler tes bases, générer du trafic sur ton site. Et après, ouais, une fois que tu as atteint ce niveau de trafic, de toute façon, tu vas avoir des enjeux de conversion. Et c'est là où il faut que tu mènes des analyses plus en profondeur sur les conséquences de rebond, les conséquences de personnes qui ont abandonné ton panier. Donc, valider des fondamentaux, pour revenir à ta question, oui, mais bon, après, maintenant, les sites, on va dire, marchands, si tu prends un template Shopify, tu en parlais tout à l'heure, le site est quand même plutôt bien fait, mais aujourd'hui, lancer un site, c'est assez facile. Maintenant, lancer un site qui convertit bien, c'est quelque chose qui va demander voilà, des analyses plus poussées. Pour pouvoir faire ces analyses, il faut qu'on ait suffisamment de trafic. Tu vois. Mais ouais, tu as quand même cette notion de volumétrie qui est importante, d'où le fait aussi que ce soit très lié à ton acquisition. C'est-à-dire Ouais. qu'à partir du moment où tu es capable de faire une acquisition qui t'amène à une volumétrie importante,
Tu disais 10 000 c'est à l'échelle du site, on est d'accord, c'est pas Ouais, par page, ouais, hein. à l'échelle du site. Ouais. Ok. Un des points je voulais qu'on aborde aussi, c'est par rapport à votre analyse là, de page. Vous utilisez une méthode qui est assez intéressante. Tu m'as montré ça avant l'épisode avec un espèce de graphique. Je me souviens plus du Ouais, nom. c'est le diagramme de Sankey. Donc, c'est vraiment la répartition de ton trafic selon l'arborescence de ton site. Et du coup, on va vraiment suivre le comportement des visiteurs dans chacun de leurs funnels d'achat, finalement, enfin de visite. Et du coup, grâce à ce diagramme-là, on va pouvoir rapidement identifier la répartition de ton trafic, bien entendu, les conversions de chacune de tes branches, et au Les sein même parcours un de... peu. Ouais, les parcours, exactement. Et au sein même de chacune de ces branches, c'est là où on va analyser ce qu'on appelle des événements qui sont liés à chacune des sessions de visite, notamment la durée de session par page, le scrolling, la provenance. Est-ce que quelqu'un provient d'une annonce Google versus une campagne mailing? Et on va observer le comportement de cet utilisateur qui provient de tel type de campagne pour finalement en déduire des observations et des analyses. Et c'est ce diagramme de Sankey qui est la base de notre travail. Et donc après, on utilise l'intelligence artificielle pour analyser toute cette quantité d'informations, cette quantité d'événements, pour soumettre derrière des recommandations aux utilisateurs dans Webin directement. Ouais, je vais essayer de vous mettre en description un exemple justement Ouais, de ce diagramme parce que c'est assez impressionnant quand tu le vois. Tu vois tous les. C'est un peu des filaments limite qui sont en train de se suivre de exactement. parcours en fait. Et comment dire. Et c'est parfois. Enfin, en fait, quand tu le lis comme ça, moi, c'est un peu ce que je me suis dit. Parce que tu as une version, je crois, un peu dans Google Analytics de ce graphique-là où tu l'avais dans la version précédente d'Analytics, du coup, Universal Analytics. Et en fait, tu regardes le truc et tu dis, bon, bah, c'est intéressant, mais à analyser, bon courage, quoi, parce que c'est hyper complexe. Bah, c'est ce que je disais, hein, ça prend beaucoup de temps, encore une fois, l'analyse, et puis ça demande aussi d'être calé sur le sujet. Aujourd'hui, tu as beau avoir un diagramme de Sankey avec plein de chiffres, si tu sais pas le lire, si tu sais pas quoi en déduire, tu as tellement une quantité d'informations énorme dès qu'on commence à avoir des trafics qui sont importants, au-dessus de 10 000 sessions mensuelles, tu vas pas pouvoir aller regarder chacune des sessions pour comprendre le parcours. Donc tu es obligé de tirer des statistiques, et c'est pour ça qu'il faut ce genre d'outils finalement. Et donc là, bon, bah, le but de Webin, encore une fois, hein, c'est d'aider à convertir sans effort. Et donc, on s'adresse vraiment à ce genre de personnes qui n'ont pas le temps, tout simplement, ou pas les compétences pour pouvoir analyser leur site correctement, quoi. Ouais, et donc toi, donc l'outil, en gros, c'est cet outil d'intelligence artificielle que d'ailleurs j'ai vu et on est vraiment enfin, on est vraiment sur un truc qui marche. C'est-à-dire que je trouve, c'est parfois dans l'intelligence artificielle, surtout avec tous les posts qu'on voit, on voit souvent beaucoup de trucs du genre des hacks, Ouais, le prompt qui va vous changer votre vie. Bon, et le truc, tu mets plus de temps à écrire le prompt et à demander à ChatGPT que à écrire le mail de réponse, tu sais que tu aurais créé toi-même, tu vois. c'est clair. Donc, parfois, tu as des limites, je trouve, à l'IA qui peuvent être où tu te dis, waouh, c'est trop bien, et en même temps, oui, mais bon, en utilité, c'est très peu intéressant. Mais, du coup, on l'a vu ensemble. Franchement, l'outil, il est assez dingue. Ça permet vraiment d'analyser en détail un peu tout ce qui se passe. Moi, la question que je me posais derrière, c'est quelles sont un peu, tu vois, quelle est un peu la bonne méthode de test? Parce que maintenant qu'on a analysé nos diagrammes, on a vu qu'il y avait pas mal de points, de friction, des choses qui sont peut-être pas ultra optimisées. Ok, maintenant, je veux rentrer dans cette démarche proactive d'amélioration de mon taux de conversion. Comment je teste efficacement et intelligemment? Ouais, bah, déjà, ouais, première étape, on doit décider quoi tester. Donc, du coup, il va falloir réfléchir à des expérimentations. Donc, sur base de tes analyses, tu as détecté tel point de friction, tu vas te dire, OK, j'ai quelque chose à travailler à cet endroit-là. Ça, je te parle de la méthode manuelle, hein, du coup. Tu vas donc devoir décider quoi tester. Tu vas devoir aussi segmenter peut-être ton trafic parce que tu vas pas tester la même façon sur Madame Michu qui est sur ordinateur versus Paul qui est sur son iPhone. Et puis derrière, tu vas devoir mettre en place ces tests, donc devoir les paramétrer avec bien souvent donc, des outils d'A/B test pour pouvoir mesurer le avant, le après, toujours en gardant un échantillon sur ton site qui n'est pas modifié et en appliquant un test sur une partie de ton trafic. Et donc derrière, le but aussi, c'est de mesurer pour savoir quel est l'impact de ton test. Mais bon, aujourd'hui, encore une fois, si tu n'as pas les compétences ou si tu n'as pas le temps de savoir quoi tester, sur quelle partie de ton trafic, à quel endroit de ton site, bah, du coup, tu ne vas pas pouvoir avancer. Et c'est là où on se rend compte que
une stratégie CRO, c'est vraiment compliqué à mettre en place. Et dans les très grosses structures, pas de problème. On a des outils super poussés, des personnes qui ont le temps de pousser ces analyses et de déterminer ces expérimentations. Mais dans des structures plus intermédiaires, bah, déjà, on n'a pas ces outils-là et on a encore moins de temps pour pouvoir s'en occuper, quoi. Et moi, j'ai un peu l'impression qu'en plus de ça, c'est euh, c'est pas une personne qui fait du CRO, en fait. C'est plusieurs, limite, c'est plusieurs équipes, Oui, bien sûr. plusieurs personnes avec une équipe. Toi, chez tes clients qui sont, ou peut-être les boîtes que tu as vues qui étaient les plus avancées en CRO en interne, ça représente quoi à peu près une équipe CRO, tu vois, je dirais efficiente? Bah, ça peut être vite une équipe de 5 ou 10 personnes hein, dans des boîtes comme Decathlon ou Mano Mano, par exemple. Tu vas avoir un Head of Data Analytics hein, qui va charger d'analyser la data. Tu vas avoir un UX designer qui va être là pour comprendre l'UX de ton site et essayer de l'améliorer. Tu vas avoir une responsable CRO qui, elle, va piloter tous les sujets d'acquisition, d'optimisation de la conversion. Tu peux avoir un responsable de Traffic Acquisition Manager qui lui aussi a quand même son intérêt à rediriger du trafic qualifié, mais que derrière, en post-clic, ça convertisse. Puis après, tu vas avoir des développeurs éventuellement hein, pour faire les développements en front. Si tu as des tests qui se valident, derrière, bah, tu dois les soumettre à tes développeurs pour le coder en dur, donc en back-end. Donc finalement, tu te retrouves avec quand même une multitude de personnes. Tu es vite rendu à 5, 6, 7 personnes qui vont gérer tes sujets de CRO. Et ça doit s'inscrire aussi dans des roadmaps de développement plus généraux du site. Et souvent, on se rend compte finalement que même dans des structures qui sont très avancées comme ça, c'est pas forcément évident de multiplier les tests parce que bah, demain, si tu veux rentrer dans la roadmap de ton développeur 5 tests que tu as décidé de lancer, bah, il faut que tu arrives à caler ça dans son agenda. Et donc malheureusement, on pourra revenir là-dessus, mais même chez les gros, c'est pas forcément facile de multiplier les tests. Ok. Et donc, ouais, effectivement, ce que tu disais, donc aujourd'hui, la méthode, c'est identifier les points de friction. Il y avait, excusez-moi, il y avait tout un point aussi sur, tu sais, la méthode de. J'avais vu ça, je parlais avec comment dire, l'expert CRO chez Fago. Martin Charousset, Je enfin, me dans suis, son équipe. je veux pas ouais, je crois que c'est dans son équipe. Et pour le coup, ils sont quand même, ils ont une démarche d'optimisation de leur site ils sont très 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 forts sur ça. Et en fait, la démarche, c'était un peu, ok, point de friction identifié. Chaque page a son KPI défini. Donc la page produit, ils ont un KPI, je crois, de mise au panier, par exemple. Mhm. Derrière, sur ça, ils se disent, ok, on a un objectif, on sait qu'on veut avoir X pourcentage de mise au panier. Aujourd'hui, on est à temps. Voici nos hypothèses de tests à mettre en place. Et ils font derrière des tests Ouais. précis. Et ils nous montraient les résultats qu'ils avaient. C'est impressionnant. Genre, les gars, ils ont réussi à aller chercher des plus 15, plus 20% de mise au panier. Et t'es en mode, tout de suite, c'est des euros, quoi. Ouais, bah exactement. Hein. Comme on le disait en début de podcast, agir sur la conversion, on t'agit directement sur ton chiffre d'affaires. Alors, j'ai pas le détail du fonctionnement de l'équipe de Fago sur cette partie-là, mais effectivement, multiplier les hypothèses, multiplier les tests, c'est ce qui va te permettre d'identifier un maximum de changements gagnants. Et aujourd'hui, malheureusement, en tout cas dans les boîtes qui ne sont pas suffisamment digitalisées ou qui n'ont pas bien compris l'importance du CRO, elles ne multiplient pas forcément suffisamment ces tests. Et donc le résultat, c'est qu'elles n'ont pas forcément un maximum de changements gagnants. Pour te donner un petit peu un ordre d'idée, outre-Atlantique aux États-Unis, c'est vrai qu'ils ont sur du test, tu vois, chez Microsoft, chez Facebook. Facebook, c'est 100 000 tests par an pour optimiser leur plateforme, tu vois. Microsoft, c'est plus de 10 000 tests par an pour optimiser leur site. Donc, tu vois, c'est des choses qui commencent à arriver, les gens commencent à le comprendre. Et d'ailleurs, ceux qui vont mettre en application le plus rapidement possible des outils digitaux qui vont leur aider à accélérer sur ces sujets, c'est ceux qui vont vraiment gagner la bataille du e-commerce. Hein. Encore une fois, on rappelle, il y a de plus en plus de concurrence et c'est hyper important de tester un maximum d'expérimentation pour identifier les scénarios gagnants. Et ouais, on peut avoir des résultats assez impressionnants. Voilà, je ne suis pas étonné qu'un Fago sur des actions, ils aient un uplift de 10 ou 15%. Pour te donner peut-être un exemple, chez un de nos clients, sur un truc tout bête, chez Léo et Violette, on a mis en place ce qu'on appelle un sticky button pour le bouton ajouter au panier quand on est sur mobile.
Et du coup, ce qui fait que quand les personnes scrollent la page produit, par exemple, elles retrouvent le bouton ajout au panier qui est fixe en bas. Résultat, ils ont fait 27% d'uplift en moins de 2 mois. Donc, un chiffre d'affaires qui a cru de 27%. Donc 27% de taux de conversion en plus. Ouais, un uplift. Donc, ils ont vraiment, s'ils étaient à 1% de taux de conversion, ils sont passés à 1,27 sur leur page produit, juste avec ce bouton sticky, quoi. Tu dis, ça joue parfois à des détails. Avant qu'on rentre justement dans peut-être deux, trois exemples, peut-être si tu en as d'autres en tête, on a parlé, on a parlé un peu des méthodes de test. Je sais, je me souviens de mes cours de maths. Tu vois, de l'école, il y avait quand même deux trucs qui étaient super importants quand tu commences à faire de la probabilité, parce que c'est des Mhm. probas. Tu as des indices de corrélation. Donc, l'indice de corrélation pour nos auditeurs, c'est de se dire les choses que je teste, elles sont bien corrélées entre elles. Par exemple, je vais vous donner deux choses qui ne sont pas corrélées entre elles, mais on pourrait faire le raccourci que ça l'est. Imagine l'été arrive et la vente de maillots de bain augmente de 25%. Et en même temps, comment dire, je sais pas, les ventes de bananes augmentent de 25%. Et on pourrait dire, c'est parce que les maillots de bain augmentent de 25% qu'on vend 25% de plus de bananes. Mais en fait, les deux trucs sont pas corrélés du tout. Ouais, Mais tout à pour fait. autant, tu sais, on peut te dire, oui, mais non, mais les deux vont dans les mêmes sens. Donc il y a des indices de corrélation qui permettent de mesurer le fait que un élément soit corrélé à un autre. Donc ça, c'est hyper important, je pense, dans les trucs probabilistes. Mhm. Et derrière, il y a tout ce qu'on appelle les seuils de risque. Les seuils de risque, c'est de dire à quel point je suis prêt. En fait, c'est jamais blanc ou noir. C'est toujours j'accepte de prendre 10% de risque que le test que je vais mener, il est vrai ou il est faux en fait. Ouais. C'est vous c'est quoi un peu les méthodologies ou en tout cas les techniques que vous, comment dire, les indices un peu de confiance, etc., que vous mettez en place justement dans les tests? Alors nous, de toute façon, quand on met en place un test chez nos clients, il y a toujours donc une partie du trafic qui va avoir la version originale de ton site. Et après, on va répartir une partie plus ou moins importante de ton site, de ton trafic, sur la version qui est A/B testée avec, ça peut être une variation, deux variations, trois variations. Ça dépend aussi de ta quantité de trafic. Et donc derrière, on va avoir un indice de confiance qui est affiché dans la plateforme, qui est calculé sur la base de la p-value. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, on pourra mettre la définition dans la vidéo, en description. Mais si tu veux, tant que notre test n'a pas un indice de confiance de 95%, on estime qu'on n'est pas sûr que le test, qui peut être positif ou négatif, hein, soit lié au hasard. Donc on attend que ça dépasse cet indice de confiance de 95% pour arrêter le test et se dire, OK, là on a un test qui est positif ou qui est négatif. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus. C'est pas parce qu'un test est négatif que c'est une mauvaise chose. Quand on a des tests qui sont négatifs, on va pouvoir se nourrir de ce test-là et on va savoir qu'il ne faut pas forcément continuer dans cette direction. Et ça permet derrière aussi c'est du machine learning, hein, d'apprendre des tests passés pour programmer et proposer les tests futurs. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est hyper intéressant aussi. Ok, non, en vrai, c'est hyper important. Je pense que c'était important de faire ce point-là, parce qu'on peut souvent avoir tendance à penser le CRO en mode AB test 50-50, et je regarde qu'est-ce qui a marché et pas marché. Non, non, c'est plus compliqué que ça. Il y a des vrais indicateurs. Enfin, on fait de la proba, hein. Ouais, Donc, exactement. on n'est pas. Enfin, soyons pros, tu vois, et être pro, ça choisit aussi de travailler avec des vrais indices de confiance, avec des Tout à fait. vraies méthodes probabilistes qui sont importantes. Je suis pas expert là-dedans, mais je sais que c'est très important pour pouvoir vraiment maîtriser ça. Il y a un autre point dont tu as parlé tout à l'heure qui est important. Tu disais la quantité de tests. Et que finalement, même dans des grosses équipes, parfois de 5-6 personnes en CRO, ils sont un peu limités en nombre de tests. Aujourd'hui, toi, c'est quoi ce que tu recommanderais en termes de, par exemple, je suis pas sur une période, pour un site qui fait entre 10 et 20 000 visiteurs mensuels, Mhm. c'est quoi le nombre de tests moyens qu'ils devraient essayer de mener en parallèle par mois pour vraiment, tu vois, sur une vision 6 mois, un an, se dire, OK, là, on est allé chercher vraiment une vraie augmentation de la renta, un vrai impact sur notre CRO. Bah, ça va être lié à plusieurs choses. Ça va être lié aux pages sur lesquelles tu travailles, en fonction du trafic qu'il y a, parce que pour avoir un indice de confiance qui dépasse les 95%, il faut quand même avoir suffisamment de trafic qui passe sur la page. Si ton trafic il est un peu moindre sur une page, le test va durer un petit peu plus longtemps. Donc ton nombre de tests va dépendre des pages sur lesquelles tu travailles, puisque la durée du test va aussi dépendre du trafic que tu as. Mais si tu veux, pour te donner un ordre d'idée, nous, on fait au moins deux tests en simultané sur chacun de nos clients. Alors, ça peut être un test sur la home page qui est mené en parallèle d'un test sur la page de panier, par exemple, ou la page produit.
Mais on a des clients pour lesquels on a 20-30 tests en simultané parce qu'ils ont des trafics plus importants, parce qu'ils ont aussi un site qui est beaucoup plus important avec peut-être un funnel de vente qui a plus d'étapes. Ça dépend vraiment de chaque site en fait. Mais le plus tu testes, le mieux c'est. Parce qu'aujourd'hui, dans les tests, alors ça c'est des niveaux monde, hein, dans les expérimentations, tu n'as que seulement 10% de tes tests qui sont gagnants en moyenne. Alors nous, chez Webin, on est au-dessus de ça pour le moment, par chance, parce qu'on a aussi des clients qui démarrent de très loin sur le CRO. Après, dans les très grosses structures, hein, ceux qui ont des outils beaucoup plus poussés et déjà des équipes en place, ils ont quand même des enjeux sur du CRO en allant chercher du plus 5, plus 10% d'uplift sur des tests qu'ils peuvent lancer. Ouais. Ok, ouais, donc tu as quand même une quantité de tests à mener sans forcément tomber dans l'extrême d'en mener trop. Parce que tu as aussi le truc, si tu as plusieurs tests en même temps sur des pages, sur la même page, en fait, tu as un test de un qui impacte l'autre. Exactement. Et c'est pour ça qu'on garde toujours cet échantillon témoin sur base d'une partie de ton trafic qui va être sans test, hein, sans aucune variation. Et après, on peut appliquer différents tests. Alors, on ne va pas appliquer en simultané trop de tests sur une même page. Sinon, effectivement, on aurait du mal à identifier est-ce que le test A est impacté par le test B, par exemple. Mais sur des sites quand même suffisamment importants, on peut travailler beaucoup de pages en même temps, quoi. Ok, ouais, c'est quand même intéressant de te voir que tu as quand même une nécessité de volume qui est importante. Ouais. Et qu'aujourd'hui, mener, même sur un site à 10-20 000 visites mensuelles, mener entre 5 et 10 tests par mois, on n'est pas sur du déconnant, surtout quand on se dit que, bon, certes, à l'échelle mondiale, il n'y a que 10% de ces tests-là qui vont être positifs. Ça veut dire qu'en fait, si tu mènes 20 tests par mois, 10 tests par mois, pardon, tu vas avoir un de ces tests qui Ouais, va vraiment t'apporter exactement. de l'uplift. Donc, Exactement. bon, il y a quand même, voilà, on est sur des enjeux un peu importants. Euh, Est-ce que tu aurais deux, trois tu vois, success stories à nous partager, peut-être tu vois, sur des choses auxquelles tu t'y attendais pas, et notamment parce que je sais que dans la méthode de test, tu vois, il y a des trucs qui sont souvent très contre-intuitifs. Ouais, exactement. Ouais. Bah, j'ai un exemple d'un de nos clients qui vend des serveurs informatiques, par exemple. Et on a mis en place, je sais pas, un bandeau Trustpilot sur sa page produit. Et on a été observer en fait les impacts qu'il y avait le fait d'ajouter ce bandeau Trustpilot en haut de page. Juste un positionnement de bloc, hein. Au final, c'était un test CRO très simple. Et les résultats ont été assez curieux. C'est que autant sur ordinateur, il a eu un uplift assez important, le fait d'ajouter ce bandeau Trustpilot en haut de page produit. Autant sur mobile, ça lui a dégradé, ça lui a divisé par deux sa conversion. C'est contre-intuitif. On se dit, bon, bah ok, on a un bandeau Trustpilot, c'est réassurant. Et du coup, ça ne va pas impacter négativement. Et bah finalement, on peut en déduire, alors ça c'est ma déduction personnelle, mais en tout cas par les chiffres, c'est assez flagrant, c'est que quand on consomme sur téléphone, on ne veut pas forcément les mêmes informations que quand on est en process d'achat sur ordinateur. Et donc du coup, le bandeau Trustpilot, c'était pas la priorité dans le parcours d'achat. On veut d'abord voir les produits, voir les offres, et après, on veut avoir ces critères de réassurance. Et quand on regardait sur mobile, effectivement, le bandeau Trustpilot, c'est arrivé trop tôt dans le funnel d'achat. Et si on n'avait pas eu ces outils pour mesurer l'impact du positionnement de ce bandeau, bah en fait, on se serait dit, OK, je mets le bandeau Trustpilot et super, ça va m'aider à mieux convertir, quoi. Mais moi, si tu veux, quand tu me parles de ça, je me dis, alors effectivement, potentiellement, tu es là, t'es en mode, tu fais ton test, tu dis, ok, globalement, ça va mieux. Et tu le mets en place et en fait, ça dégrade de fou tes performances mobiles. Et donc tu te dis, attends, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a fait un test? Ça se passe bien. Ah oui, mais en fait, on a eu que la vision ordinateur et du coup, ça dégrade le reste. Mhm. Mais surtout, moi, un des points que je me dis, c'est, ouais, mais ça veut dire que là, ton client, il s'est amusé à aller mettre son bandeau Trustpilot à l'endroit qu'il fallait en dev. Comment Alors non, tu... c'est là où Webin est super puissant et quand on dit qu'on veut aider les marchands à mieux convertir sans effort, c'est que les tests qu'on va proposer à nos marchands sur base des analyses qui ont été faites par notre IA, les tests ils sont directement visibles dans la plateforme, tu peux les prévisualiser et derrière tu choisis de valider, mettre en attente ou refuser des tests et ça vient directement s'implémenter en surcouche, ce qu'on appelle le client side. Et donc du coup, nous on vient réécrire si tu veux sur la version de ton site original
Et donc, on vient déporter une partie de ton trafic pour qu'il soit soumis à ce test. Et c'est comme ça qu'on vient mesurer la version originale versus la version A/B testée. Donc, t'as pas besoin d'avoir ton dev qui va venir faire des modifs Et dans le non, site. c'est ça le gros enjeu, le gros avantage de Webin, c'est que c'est la solution qui s'occupe d'implémenter en surcouche sur ton site. Et donc comme ça, tu lances les tests, on mesure, dès que ça dépasse l'indice de confiance, on sait si le test il est positif ou négatif. S'il est positif, c'est là que tu peux envoyer à tes devs en développement dans le code dur de ton site. Mais au moins, tu ne viens pas solliciter tes devs avec des tests qui seraient pas forcément positifs. Et donc du coup, tu ne viens pas faire perdre leur temps inutilement, tu vois. Et moi, une des questions que je me poserais sur ça aussi, c'est que je me dis, s'il y a de l'IA potentiellement, moi, j'ai pas de contrôle. Est-ce que, en fait, tu peux vraiment choisir les tests que tu vas faire ou en fait, ça va tester tout seul et puis ça va te dire à la fin du mois, j'ai mis ça en place, voilà ce qui marche bien, voilà ce qui marche pas. Non, non, chacun de nos clients est accompagné et a un accès à la plateforme donc pour prévisualiser les tests qui sont proposés. Et c'est vous qui gardez le contrôle, hein, c'est le e-commerçant qui garde le contrôle des tests qu'il souhaite lancer. Une fois qu'il les accepte, bah là, on lance les tests. Mais il peut également nourrir l'IA de ses propres idées. Il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper et qu'un client veut, par exemple, A/B tester. Exemple, je sors une nouvelle gamme de produits pour la collection été. On parlait des maillots de bain tout à l'heure. Nous, on va pas pouvoir anticiper que tu as une nouvelle gamme de maillots de bain qui va arriver. Pourtant, tu as envie d'AB tester une nouvelle landing page avec des différents visuels pour savoir lesquels vont le mieux convertir derrière. Bah, tu peux nous envoyer en amont tes visuels et nous, on va paramétrer la plateforme pour que tu puisses prévisualiser le test. Et le jour où tu veux le lancer, tu le lances sans avoir eu à faire quoi que ce soit de ton côté hein, d'un point de vue technique. Ça me pose deux questions. Une question, dernièrement, j'ai fait un podcast sur tout ce qui est consentement, etc. Parce que du coup, j'imagine que si tu viens en surcouche, tu viens inscrire du JavaScript Ouais, via exactement. un script via GTM ou autre. C'est ça. Comment tu t'intègres avec le consentement de l'utilisateur et les lois de consentement en général? Ouais, avec le RGPD notamment. Nous, de toute façon, c'est cookieless notre solution. Donc, toutes les expérimentations qu'on peut mener et la segmentation qu'on peut avoir se basent sur des caractéristiques, des événements qui sont RGPD compliant, tu vois. Et donc, du coup, il y a pas de problème à mettre en place les tests qu'on fait. On vient récupérer vraiment de la donnée qui est très, très neutre. Alors, on pourra détailler aussi hein, ce qu'on appelle les données third party, zero party, first party. Mais nous, vraiment, on utilise des données qui sont très basiques et qui sont RGPD compliant. Ok, parce que ça, c'est quand même un vrai sujet. Surtout au moment où on enregistre, là, il y a des gros enjeux avec effectivement la fin des cookies tiers, avec comment dire, tout ce qui est consentement, où Google notamment met un coup de pied un peu Ouais. dans l'activation pour que tout le monde se mette un peu en règle. C'est quand même un sujet qui est important. Ouais, c'est intéressant de voir ça. Écoute, ça fait un petit moment qu'on enregistre, là, à faire 42 minutes. Ok. Donc c'est pas mal, on est à peu près dans les temps de ce qu'on s'était prévu. Ce que j'aimerais bien voir avec toi, c'est est-ce que tu aurais une autre success story à laquelle tu penses qui pourrait être intéressante à nous partager pour que nos auditeurs puissent se projeter un peu dans qu'est-ce que le CRO peut apporter concrètement, tu vois, ou en tout cas des trucs un peu ouais, tu vois, auxquels on penserait pas quand on passe de CRO. Puis après, je voudrais bien qu'on parle de toi, ta vision un peu du CRO dans les prochaines années. Ouais, alors des success stories, on en a plein. De toute façon, nous, on travaille avec à la fois des sites qui sont marchands, mais aussi des sites qui génèrent du lead. On accompagne notamment GreenCube, par exemple. On les a aidés à optimiser leur landing page. Ils avaient des enjeux de maximiser des prises de formulaires. GreenCube, c'est une boîte qui vend des studios de 30 à 45 mètres carrés sans permis de construire. Je crois qu'en 1 ou 2 mois, ils ont réussi à générer plus 17% de leads grâce à Webin. Ça représentait à peu près 800 formulaires de contact supplémentaires sur leur landing page. Donc on peut avoir ce genre de choses. Je crois qu'on avait travaillé pour le coup avec eux énormément de variants, à la fois A/B tester donc les visuels de leur landing page, les fameux positionnements de critères de réassurance. Ça a pu être des trucs très basiques comme repositionner des boutons, changer les couleurs. Mais finalement, en utilisant notre IA et en automatisant l'implémentation de ces tests et de ces variants grâce à Webin, on a pu utiliser tout un tas de variants sans surcharger les équipes techniques de GreenCube. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont pu AB tester pas mal de choses.
17%, c'est des vrais sujets. Ouais, c'est un vrai sujet, ouais. 17% de complétion de formulaire. Alors, j'ai pas leur taux de conversion derrière post-complétion de formulaire, mais en très peu de temps, ouais, c'était quand même pas mal. Non, ok. Franchement, c'est assez important. Et en fait, j'ai l'impression, tu vois, pour moi, que le CRO, c'est un sujet, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. En tout cas, on en parle de plus en plus. Mais on en parle de plus en plus depuis hyper longtemps. Et j'ai l'impression qu'on en parle toujours au même niveau, tu vois. C'est quoi, toi, la vision un peu du CRO sur les prochaines années? Parce que c'est un enjeu majeur aujourd'hui, mais c'est pas considéré comme tel. Pas autant considéré comme tel que ça devrait, en tout cas. Euh, mais il va falloir s'y mettre, quoi. Bah, après, moi, mon point de vue, c'est que les e-commerçants ont été bien formés à l'acquisition payante, parce que les agences ont bien fait leur boulot. Et c'était jusqu'alors assez facile effectivement d'investir sur du payant, ça génère du trafic, top. Mais là, on se rend compte qu'avec l'explosion des coûts d'acquisition, bah, au bout d'un moment, quand tu as un CAC qui est à 25 euros par exemple et que tu as la lifetime value, tu rentres pas dans tes frais, tu te dis, OK, va falloir que je creuse le sujet, que j'améliore mon site, que je fidélise, que je convertisse beaucoup plus. Et donc le CRO devient important. Et donc pour moi, il y a vraiment un équilibre qui est en train de se faire entre CRO, SIA, SEO, où on se rend compte que ça, c'est quand même un sujet qui peut rapporter gros, mais qui malheureusement aujourd'hui, bah, encore une fois, prend du temps, demande des outils, demande des ressources humaines, mais avec l'émergence et l'utilisation de l'intelligence artificielle, ça rend plus accessible ce genre d'outils. Et donc, du coup, nous, on arrive sur le marché, on va essayer de disrupter un petit peu cet écosystème déjà bien en place pour rendre accessible à plus de e-commerçants euh, le fait de pouvoir travailler son CRO, quoi. Ouais, mais alors c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de e-com qui ont été biberonnés aux agences qui font bien leur taf de communication. Mais tu vois, pour le coup, pareil, je suis assez bien placé là-dedans parce que nous, on est aussi une agence Google Ads pour les e-commerce à côté avec Seos. Euh, Moi, mon enjeu, c'est que mes clients, ils convertissent plus. Donc en fait, aujourd'hui, on essaye d'être force de proposition aussi sur le CRO. Tu vois, beaucoup de nos clients, alors on n'utilise pas encore des outils comme Weebin, etc. Pour toute notre partie CRO, mais on travaille plutôt avec un peu, tu vois, genre tous les fondamentaux dont je te parlais tout à l'heure. Ouais, Et ça fait partie intégrante de notre taf de leur donner un retour d'expérience sur les achats qu'on a passés quand on fait nos tests de tracking, sur attends, il manque ça et ça pour convertir. Non pas que je me dis oui, mais il va prendre un peu de budget SEA puis il va le mettre dans le CRO, parce qu'en fait, il a tout intérêt à faire ça. J'aurai des meilleures performances exactement. SEA et derrière, on va pouvoir aussi aller chercher mieux, plus et dans des niveaux de renta qui sont pertinents pour les clients. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu sens aussi que les agences, elles sont en train de modifier leur vision pour passer plus vers Complètement. CRO? Complètement. Et on travaille, nous, de notre côté, de plus en plus avec des agences qui, finalement, veulent enfin, être experts sur tout le funnel de vente auprès de leurs clients. Et donc, finalement, utilisent Webin pour le compte de leurs clients. Comme ça, ils vont avoir à la fois les idées de notre IA, elles vont pouvoir également utiliser leurs propres idées et surtout mesurer l'impact des idées qu'elles proposent auprès de leurs clients. Donc, elles gagnent aussi en crédibilité. Et donc, nous, on a un vrai enjeu de travailler main dans la main avec les agences pour qu'elles puissent aussi vraiment compléter leur offre, notamment sur les agences d'acquisition payante qui quand même regardent le fond de funnel, quoi. Ouais, ouais, à un moment donné, tu vois, il n'y a pas de secret. C'est souvent ce que je dis à mes clients, moi, mon taf, c'est d'emmener les gens à votre porte. Une fois que les gens ils sont à votre porte, c'est votre taf de les convertir. Mais c'est de plus en plus mon taf que de les challenger pour qu'ils les convertissent parce que Exactement. ils le font pas toujours. D'ailleurs, je me suis rendu compte d'un truc, j'en parlais avec sur un autre podcast. En fait, tu te rends compte que beaucoup de e-commerce regardent pas leur data. Et je pense que un des problèmes du CRO immédiat, c'est que le CRO n'est pas un coût. C'est-à-dire que les canaux d'acquisition sont des coûts, donc tu les regardes en détail, tu dis il faut un ROI élevé, etc. Ouais, Mais vu que beaucoup de e-com regardent en gros le chiffre d'affaires généré et la renta de leurs canaux d'acquisition, mais ne regardent pas la performance de leur site finalement de manière aussi poussée qu'ils regardent le reste, bah, je pense que tu te rends pas forcément toujours compte du coup de l'impact CRO de tout ça. Enfin, c'est un ouais. large débat, Et, je crois. et puis, je m'en rends compte quand j'échange avec des plus petites structures, elles connaissent leur chiffre d'affaires, ok, mais dès qu'on leur demande est-ce que vous connaissez votre taux de conversion, attendez, ben faut que je regarde, ils sont perdus, ils connaissent pas leur rebond, ils connaissent pas la durée moyenne de session de chacun de leurs visiteurs. Et finalement, on voit, c'est un sujet
qui les perd parce qu'ils n'ont pas la compétence ni le temps ou les personnes pour le gérer. Alors c'est pas le cas de tous les sites e-commerce, bien heureusement, mais quand même C'est une bonne majorité. Hein. mais une bonne majorité. On rappelle 200 000 sites e-commerce, je crois, en France. Du coup sur ces 200 000, il y en a peut-être 0,1% ou 1% qui font très très bien les choses. C'est les leaders du marché, mais on a quand même d'autres sites qui malheureusement ont une marge de progression énorme, mais qui n'ont pas le temps de le faire, quoi. Ouais. Et surtout, ce que j'aimerais mettre en perspective, c'est que j'avais regardé des études aussi. En vrai, j'espère que mes chiffres sont pas totalement erronés, parce que ça fait un petit moment que j'ai regardé. Mais il me semble que tu as un truc comme 250 000 à 300 000 boutiques physiques en France. Ouais. Mais en fait, si tu mets en perspective, tu as 200 000 sites e-commerce qui sont capables de vendre sur tout le territoire français. Et tu as 300 000 boutiques physiques qui ont des zones de chalandise de l'équivalent de quelques dizaines de kilomètres autour de leur point de vente. Et en fait, en fait, ton nombre de concurrents en e-commerce, il est monumental. C'est comme si tu avais toutes les boutiques physiques de France qui sont concurrentes de toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. C'est complètement fou. Bon, écoute, je crois qu'on pourrait en parler encore très Ouais, longtemps. c'est clair. Écoute, pour terminer notre épisode, je te propose peut-être que je sais pas si tu as une petite anecdote à nous partager complémentaire de, je sais pas, un truc que vous avez mis en place chez vos clients dernièrement ou une success story complémentaire à laquelle tu penses. Je te prends de court, hein, de fou. Je réfléchis, mais des tests, on en a plein. Non, mais là, on a lancé récemment et ça a plutôt bien marché. Tu sais, les espèces de roues pour avoir des réductions, par exemple. Ça marche, ça. Ça marche super bien. On a travaillé avec un des acteurs majeurs de permis de conduire, où tu peux acheter pour passer ton code et avoir des leçons de permis aussi, un permis à bas coût. Et on faisait gagner des permis de conduire. Donc, le test a été hyper convaincant. Pour aller voir, hein, c'est le site du permis libre. Et cette roue-là, c'est quelque chose qui... pareil, moi, j'étais un peu sceptique comme toi. Est-ce que ça fonctionne? Finalement, taux de conversion super. Ça leur permet de récolter soit un numéro de téléphone, soit une adresse mail. On a A/B testé les deux versions, bien sûr, pour que les gars ils puissent jouer au jeu. Derrière aussi, tu génères du lead pour ton CRM. Donc, le client était super content parce que tu as des actions à mener derrière côté CRM qui peuvent être mises en place derrière. Et ouais, c'est le genre de widgets qui peuvent être installés. Notre IA nous propose des trucs parfois, on est là, ok, bon, allez, go, on teste, quoi. On va tester. De toute façon, il faut A/B tester. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on se nourrit de ce test négatif et on passe à un autre, quoi. Ouais. Si on veut installer Webin, on fait comment? On clique le lien dans la description pour aller voir le site. C'est un plugin qui s'installe en 15 minutes via le Google Tag Manager. Ça nous permet de récupérer tout un tas d'événements pour analyser ton site. Et puis derrière, ça nous permet de réécrire en surcouche sur ton site. On pourra mettre le lien de Webin avec l'installation. Vous avez le droit à un test gratuit pour ceux qui veulent pour tester la solution. Ouais, c'est trop bien. Non, mais je pense que c'est hyper bien d'aller le tester parce que, surtout si tu as un test gratuit, ça te permet tout de suite de voir si ce test te met déjà de l'uplift. Ouais. En fait, juste tu fais les maths tu sais, du coût d'un outil de ce type-là et l'uplift que ça t'a généré. Et quand on parle de 20 000 visites, tout de suite, c'est... Ouais, j'ai envie de te dire, même si le test il est négatif, tu t'en nourris derrière. Tu sais que c'est pas dans cette direction qu'il faut aller. On rappelle encore, 10% des tests seulement sont positifs en moyenne niveau monde. Donc, va falloir multiplier les tests quoi qu'il arrive pour faire de l'uplift. Mais après, le but, voilà, c'est d'avancer, itérer. Et nous, on fait tourner en boucle l'outil tout au long de l'année, ce qui fait que tu vas faire progresser ta conversion step by step, page par page, modification après modification, quoi. Trop cool. Et bah écoute, vas-y, on mettra le lien dans la description du podcast ou de la vidéo YouTube, peu importe. Écoute, merci beaucoup pour tout ça. Si les gens veulent te contacter, où est-ce qu'ils peuvent te contacter? Ils viennent sur le site de Webin directement et puis ils font demande d'information. Et après, on aura nos équipes qui se chargeront de les contacter pour faire une présentation de la plateforme plus en détail. Ok. Et bah écoute, trop cool. Merci Alex pour toutes ces infos. J'espère, chers auditeurs, que vous avez trouvé ça cool, intéressant, surtout que vous allez pouvoir enfin mettre en place le CRO sur votre site si c'est pas le cas. Exactement. Et puis on se retrouve lors d'un prochain épisode. Salut. Merci à toi, PV. Ciao. Ciao.